Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Nous vous proposons aujourd'hui un entretien avec le philosophe belge Pierre Ancet que Jean Cornille a rencontré pour nous. Spécialiste de Spinoza, Pierre Ancet analyse ce qui fait nos amours et nos haines. Selon lui, l'œuvre de Spinoza nous aide à mieux gouverner nos vies, à nous libérer de nos illusions et à accepter notre place dans la société. Nous sommes aujourd'hui au centre de Bruxelles, devant une fresque de Lucky Luke. Pourquoi? Parce que je vous propose une rencontre avec le philosophe et diplomate Pierre Ancet, qui a consacré un grand nombre de sa réflexion philosophique à la bande dessinée, et en particulier à Gaston Lagaffe et à Lucky Luke sur le thème de la justice sociale. Mais Pierre Ancet, c'est surtout un grand amoureux de Spinoza. Il a écrit de nombreux livres sur le grand philosophe du XVIIe siècle et son dernier livre, Le cœur de Spinoza, Vivre sans haine, est une réflexion approfondie sur comment Spinoza peut nous sauver la vie. Je vous propose de m'accompagner chez Pierre Ancet. Pierre Ancet, un tout grand merci de nous accueillir aujourd'hui chez vous. Vous êtes un grand spécialiste de Spinoza. Vous avez écrit de nombreux livres sur Spinoza et en particulier le dernier que vous avez intitulé « Le cœur de Spinoza, vivre sans haine ». Je prends une citation de Spinoza en conclusion de votre livre. Spinoza écrit « Ne pas tourner en dérision les actions des hommes, ne pas les déplorer, ni les maudire, mais les comprendre ». C'est le sens de votre démarche philosophique? Oui, c'est le sens de ma démarche philosophique, effectivement. Si faire de la philosophie de cette manière-là, c'est essayer de comprendre le monde qui nous arrive et de comprendre aussi en soi tout ce qui fait nos amours et nos haines. Et en quelque sorte de revenir, réfléchir sur les haines qui nous habitent pour les pacifier, pour voir en quelque sorte que même les plus grands des criminels ont été produits par des circonstances et qu'il convient non pas de jeter des anathèmes, de mépriser, de maudire, mais d'essayer de comprendre comment des gens en arrivent à faire ce qu'ils font et comment soi-même on a été pris aussi dans des jeux pas très comiques, parfois dans des choses où nous avons été mauvais. Il faut apprendre à demander le pardon et en quelque sorte il y a ce miracle qui arrive et dont Spinoza témoigne lui-même, parce que lui-même a été un homme persécuté. Il s'est efforcé de comprendre pourquoi lui-même avait fait l'objet de haine et pourquoi lui-même, à des moments donnés dans sa vie, il avait pu haïr des gens qui l'ont persécuté. Et c'est donc une manière, c'est une orientation thérapeutique dans la philosophie qui m'intéresse à ce niveau-là, c'est de voir comment on peut faire la paix avec soi-même et de proposer la paix aux autres. Et en quelque sorte de passer d'un monde de passion impulsive à l'action de comprendre ce qui nous arrive. Vous allez même très loin, puisque un de vos derniers livres est intitulé « Spinoza peut nous sauver la vie ». La philosophie de Spinoza est une avancée thérapeutique. Je pense qu'en fréquentant Spinoza très modestement, peut-être aussi par l'introduction pédagogique que je me suis efforcé durant 20 à 30 années de ma vie de pratiquer, peut nous conduire à mieux gouverner notre vie. Et mieux gouverner notre vie, c'est passer des passions tristes
du fait que nous sommes envahis par des passions qui génèrent en nous de la haine, de l'envie, de la malédiction, de passer de cet univers-là à un univers de passion joyeuse, parce que Spinoza n'est pas du tout un puritain. Spinoza va bien dire, de toute façon, nous sommes des êtres passionnés. Nous sommes sans arrêt des êtres passifs au sens premier du nom. Nous sommes bombardés par le monde de diverses manières que Spinoza appelle des affections, dont nous tirons la face intérieure de nous-mêmes, s'appellera des affects. Les affects, c'est la prise de conscience des affections. Et un certain nombre de ces affections peuvent être des affections joyeuses. C'est la camaraderie, c'est l'amour, c'est l'érotisme, la gourmandise. Et les passions joyeuses, il faut pouvoir s'en saisir. Et quand nous sommes dans le monde des passions joyeuses, nous acquérons une force plus grande qui va nous faire passer un registre supplémentaire que Spinoza appelle le second genre. C'est le fait de passer dans les actions qui nous permettent de comprendre le monde. Passer du monde des passions tristes au monde des passions joyeuses et du monde des passions joyeuses, passer au domaine de l'action. Et pour Spinoza, l'action, c'est clairement comprendre. C'est comprendre, mais aussi affecté d'une certaine vaillance, d'un certain courage et d'une générosité. Vous dites c'est un auteur réputé difficile. Et c'est vrai que quand on entre au début de l'éthique, la grande œuvre de Spinoza, c'est vrai que pour un esprit, pour le téléspectateur qui n'est pas confronté à la technique, je dirais, et à l'esprit de la philosophie, c'est difficile. Qu'est-ce que vous conseillez pour entrer, au-delà de lire évidemment vos livres, qui sont absolument passionnants, comment et dans quelle œuvre entrer dans la démarche de Spinoza? Alors il y a donc les premières pages du traité de la réforme de l'entendement, qui est un petit livre qui n'a jamais été publié et qui montre la crise existentielle de Spinoza. Oui. Le jeune Spinoza était amoureux de la fille de son professeur de latin, Van Emden, qui était pendu en place de Grève pour avoir ourdi une conspiration contre Louis XIV. Et il a ramassé une pelle, un bec de gaz total. et donc, il en a conçu une énorme tristesse. Et de cette tristesse, il va essayer d'en comprendre les racines et de cheminer vers le fait d'atteindre un bien véritable qui puisse se communiquer. Cette réconciliation entre l'intelligence du comprendre et la beauté et la bonté des passions joyeuses. Donc les 5 premières pages du traité de la réforme de l'entendement sont une excellente introduction à l'œuvre de Spinoza. Une deuxième introduction à l'œuvre de Spinoza qui est tout à fait compréhensible, c'est aussi les premières pages du livre qui a été interrompu par sa mort, qui s'appelle le traité politique. C'est de là que vient cette fameuse phrase « J'ai pris la résolution de ne pas maudire, de ne pas me moquer des actions des hommes, mais de comprendre ». C'est là qu'on en trouve la formule la plus claire. Elle réapparaît à 3 autres endroits dans son œuvre, mais c'est là donc, deuxième manière d'entrer dans Spinoza, les 3-4 premières pages du traité politique. Troisième manière d'y entrer, c'est certains chapitres et l'introduction extraordinaire du traité théologico-politique, qui est le seul livre édité du vivant de Spinoza sous un faux nom, dans une fausse maison d'édition, avec un faux titre, et qui est un livre qui a valu à Spinoza un torrent de haine et qui a fait de lui le chef de ce qu'on appelle les Premières Lumières. Est-ce qu'on pourrait dire qu'au travers de la philosophie politique de Spinoza, il est d'une certaine manière un précurseur de toutes les grandes libertés modernes ? Oui, tout à fait. Il est d'abord un précurseur parce que c'est un grand défenseur de la démocratie. Malheureusement, il allait proposer une justification plus grande de la démocratie quand il a été interrompu par sa mort. Mais c'est d'abord, je pense, un athée radical, très respectueux par ailleurs de la personne du Christ
et d'un certain nombre de propositions qu'il y a dans l'enseignement du Christ. Mais c'est un athée radical, mais c'est surtout un anticlérical féroce. Et c'est aussi, et là c'est délicat, un grand critique de la religion juive. Donc, je pense qu'il dira que la religion, c'est l'asile de l'ignorance, mais c'est un homme respectueux qui va considérer que la religion de l'amour, qui en est le condensé pur dans les évangiles, est un chemin, une étape intermédiaire pour aller vers des formes de compréhension plus réservées. Mais donc, aussi bien les trois livres que j'ai mentionnés oui, sont importants. Et dans ce troisième livre, il va y avoir une critique féroce des miracles, notamment, où il va dire effectivement que la cléricature abuse de la crédulité des petites gens pour imposer son pouvoir. Et il va dire cette phrase extraordinaire: le grand secret du régime monarchique, c'est oui, de tromper les hommes et d'agir de telle manière qu'ils donnent leur sang pour glorifier la gloire d'un individu et d'aller se faire sacrifier sur les champs de bataille. Le cœur de l'éthique, monsieur, en quelques mots, parce qu'hélas, on n'a que peu de temps, mais le cœur pour vous de l'éthique de Spinoza, quel est-il? Oui, le cœur. Je pense que c'est le fait que comprendre ce qui nous arrive nous sauve. Oui. C'est cette démarche-là. L'éthique est divisée en 5 grandes parties. Les 2 premières parties, c'est ce qu'on appelle de la métaphysique. On peut vraiment la laisser de côté. Dans la 3e partie de l'éthique, Spinoza va montrer comment nous sommes des êtres passionnés et comme nous sommes pris par des mécaniques passionnelles. Mm-hmm. Dans le 4e, il va montrer que quand nous sommes... Voilà, le cœur de l'éthique, c'est peut-être de dire... quand nous sommes soumis aux passions, nous sommes dans la servitude. C'est la 4e partie de l'éthique où il va montrer toutes les formes de servitude qui nous travaillent et la possibilité de nous en sortir. Donc, la dernière partie de l'éthique est plus complexe. La première partie de la dernière partie de l'éthique va essayer de poursuivre quelles sont les formes de libération possibles par rapport au monde passionnel. Et puis après, on entrera dans quelque chose de tout à fait mystérieux, quand Spinoza dit « J'ai senti et fait l'expérience que nous sommes éternels ». Et ça, c'est quelque chose qui nous amène, peut-être certains ont dit, à quelque chose de mystique, oui, à une espèce de grande réconciliation pacifiée avec le monde, un amour paisible, un acquiescement de soi dans le fait que nous retournons d'une manière pacifiée à une forme de spiritualité apaisée dans nos rapports avec le monde. Ça, c'est le Spinoza pour les sages. Moi, je ne suis pas arrivé là-bas. Il y en a peut-être certains qui sont arrivés. Mais le 3e et le 4e livre de l'éthique vont nous montrer qu'est-ce que les passions, qu'est-ce que c'est la servitude et comment s'en sortir. Alors, je pense que nos éditeurs le savent, c'est construit comme un livre de géométrie. Et oui, ça va rebuter les gens. Oui. Il ne faut pas essayer de comprendre toute cette démarche génétique. Spinoza nous fait des propositions très pratiques. Et par exemple, il va nous dire « L'homme sage ne pense pas à la mort, médite sur les puissances de la vie. » Eh bien, prenons ça. Voyons si ça colle à quelque chose dans notre vie. Les propositions de l'éthique, qui sont comme des théorèmes, sont des propositions d'existence. Et laissons-nous interroger par ces propositions d'existence sans vouloir, moi je n'y suis pas arrivé, remonter toute la chaîne des théorèmes, des axiomes et des scolies. Voir ce qu'il a à nous dire, discuter avec lui, en quelque sorte nous laisser, je dirais, pénétrer, habiter par ce qu'il nous propose et parfois ne pas être d'accord avec lui parce que Spinoza a un gros problème avec les femmes, un gros problème avec les enfants et un gros problème avec la sexualité. Hein, donc on peut lui dire « Et là, mon ami, là, tu déconnes, hein, je ne suis pas d'accord avec toi, peu importe. » Mais c'est un frère, c'est quelqu'un qui nous amène des propositions de sens.
que je trouve très intéressant dans tous vos livres, c'est que vous mettez Spinoza en résonance avec d'autres auteurs. Vous n'êtes pas limité dans votre travail et votre démarche philosophique à Spinoza. Je pense à Épictète et à l'école stoïcienne, je pense de manière plus récente à l'anarchisme, à Proudhon, à George Orwell, la décence ordinaire. Vous avez d'ailleurs écrit un livre qui s'appelle « Nos devenirs spinoziens, fraternels et anarchistes ». Vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous faites les passerelles entre ces différents courants de la pensée et de l'action? Oui, alors je pense que ma méthode de base, c'est de m'inscrire au centre d'un triangle dont les trois coins sont ma propre vie, ce que les artistes nous disent, et parfois les artistes ont des capacités de montrer des chemins de vie infiniment plus puissants, plus concrets, plus existentiels que les philosophes, et d'autre part les philosophes. Alors, par exemple, ça peut sembler paradoxal de rapprocher Spinoza et les anarchistes. Pourquoi? Parce que les anarchistes veulent une société sans État, alors que Spinoza est le théoricien d'un État qui doit se faire respecter. Protecteur des libertés. Protecteur des minorités. Il confie à l'État la tâche de surveiller la cléricature, pour que la cléricature et pour que la religion reste dans les limites de la vie privée, et qu'elle n'ait aucun droit à vouloir diriger les actions des hommes. Spinoza dira, si les hommes étaient sages, il n'y aurait pas besoin d'État. Alors, comment devient-on sage? On devient sage parce qu'une génération transmet ses contenus de sagesse à une autre génération. Et ça, c'est quoi? C'est la pédagogie et c'est l'école. Pour les anarchistes, on n'a pas besoin d'État à partir du moment où la scolarité permet de confronter la transmission des témoins de sagesse, de connaissances des générations précédentes au désir des enfants. Il y a d'ailleurs un autre grand philosophe américain, John Dewey, qui a été traduit par De Crowley, par Ovide de Crowley, qui lui-même a fait de l'école le centre nerveux d'une société de progrès, d'une société dont il est le grand tenant, ce qu'on dit aux États-Unis, un libéral. Un libéral aux États-Unis, traduit dans notre terminologie, c'est un social-démocrate très à gauche. C'est quoi votre philosophie, pose-t-on comme question à Dewey? Ma philosophie, c'est toutes les écoles que j'ai créées, toutes les formations d'instituteurs, les boutiques de droit, tout ça ressemble très fort à ce que Spinoza a voulu insérer. Il a voulu nous proposer d'insérer la réflexion, la connaissance, pour conduire vers la sagesse. Et c'est là, paradoxalement, chez un théoricien de l'État qui devrait faire vomir ce qui n'est pas le cas certains anarchistes qui ont bien compris Spinoza, c'est que l'école est la planche de salut pour construire une société plus juste, parce qu'elle va permettre aux gens de progresser vers la sagesse. Et Spinoza dira, effectivement, c'est aussi dans la quatrième partie de l'équipe, il y a un mini traité de philosophie politique qui dit « Si les gens deviennent sages, alors on n'a plus besoin d'État ». L'idéal, je n'aime pas tellement ce nom, le point ultime de la pensée de Spinoza, c'est le fait que les gens soient sages les uns avec les autres. Et quand on est sage, on n'a plus besoin de gendarmes. Et on est tout près de l'anarchisme. Vous avez aussi écrit un livre sur Gilles Deleuze. Oui. Quel est le lien avec tout votre travail philosophique de ce grand philosophe français du XXe siècle? Je pense que c'est aussi un philosophe de la vie. C'est un philosophe qui va montrer comment... je m'excuse de ce nom qui apparaît peut-être pour certains noms d'oiseaux, comment le capitalisme peut carburer aux passions tristes. Comment la société impulse chez les gens des passions tristes qui les dissuadent de vivre au mieux dans la créativité d'eux-mêmes. Et en réfléchissant sur les passions tristes et en montrant que la vie est une exubérance créative, il se détermine lui-même comme le fils spirituel de Spinoza. Ce sont deux philosophes qui ont essayé de montrer comment le pouvoir,
c'est le degré zéro de la puissance, dira-t-il. La puissance, c'est notre capacité que nous avons de nous saisir de nos propres enjeux, de les comprendre, de détecter en nous ce qui nous rend tristes et impuissants, et au contraire de sélectionner en nous les occasions de vie, de joie, qui nous permettent de nous épandre les uns avec les autres dans la joie. C'est ça le lien, c'est aussi une philosophie qui a des liens avec la philosophie nietzschéenne et avec Lucrèce, le grand philosophe naturaliste de l'Antiquité. Ce sont des philosophes de la vie bonne. C'est en ce sens-là, peut-être que la proposition spinozienne est une thérapie, une proposition thérapeutique, c'est nous guérir des passions tristes, nous saisir des passions, sélectionner les passions joyeuses et arriver à la joie du comprendre. Alors, peut-être après, il y a la dernière partie de Spinoza. Hein, j'ai senti et fait l'expérience que nous sommes éternels. Hein, et donc ça, c'est l'aboutissement. Ça ressemble sans doute à la sagesse éveillée des bouddhistes, tel que le philosophe Frédéric Lenoir le pointe. C'est la joie, c'est la joie, c'est l'accomplissement, c'est quelque chose qui ressemble peut-être à Beethoven. Embrassez-vous, Brüder, embrassez-vous, millions d'êtres. Hein, c'est une gigantesque réconciliation avec le monde. Je n'y suis pas arrivé, certains y arrivent, mais disons que je sens parfois pointer quelques arômes. Vous espérez y arriver progressivement? Alors, c'est vrai que la vieillesse, il y a un philosophe qui s'appelle Schopenhauer qui a beaucoup écrit sur la vieillesse. Est-ce que la vieillesse est le plus bel âge de la vie? C'est peut-être un bel âge de la vie dans le sens où les passions nous tyrannisent moins et qu'on est capable de dialoguer avec le fond passionnel qui est en nous, parce qu'il est moins impérieux. Et sans doute qu'il nous aide en nous désincarcérant des passions tristes, c'est goûter un peu en épicurien les passions joyeuses et aussi accepter le côté stoïcien de la vie, qui existe chez Spinoza aussi, qui va dire, je l'évoquais tantôt, l'homme sage ne pense pas à la mort, mais médite sur les puissances de la vie. C'est accepter sereinement qu'à un moment donné, nous aurons fait tout ce que la vie nous a proposé et que le monde finira par avoir notre peau. Hein, les passions du monde sont plus puissantes que nous. Et à un moment donné, nous aurons fait tout ce que notre puissance nous permettait d'user, et ce sera terminé. Et il faut le vivre paisiblement. C'est aussi le lien de Spinoza avec les grandes écoles de sagesse grecque. Je pense plus spécialement aux stoïciens et aux épicuriens. Vous avez écrit un livre sur Gaston Lagaffe, philosophe, et vous avez écrit un livre sur la théorie de la justice au travers du personnage de Lucky Luke. Oui. En quelques mots. En quelques mots. Gaston Lagaffe, c'est assez vite, c'est extraordinaire de richesse, c'est un vivier pour les philosophes, et ça montre la puissance extraordinaire. La bande dessinée, c'est un art incroyable, pour moi qui me stupéfait. Je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je pense chez Gaston Lagaffe, c'est la capacité de poétiser sa vie. C'est un héros spinozien et deleuzeien. C'est quelqu'un qui crée de la poésie son propre univers à l'intérieur de la domination, de la structure de domination qui est aussi la rationalité de l'entreprise. Hein, parce que l'entreprise du Puy, c'est à la fois la créativité politique, mais la nécessité de faire bouillir la marmite pour l'entreprise. Il entre en choc avec ça. Je pense que Lucky Luke, sur un plan philosophique, c'est absolument passionnant, parce que Lucky Luke est un justicier, comme Capitaine Marvel, comme Spider-Man, etc. C'est l'Amérique qui avance vers le Far West, sans l'administration, sans la justice, sans les notaires, sans le cadastre. Il faut que les gens fassent la justice eux-mêmes. Ils font du lynchage, ce qui est horrible. Lucky Luke va s'instaurer, va être un faiseur de paix, comme les grands chefs indiens. C'est quelqu'un
qui va s'efforcer de passer du justicier sommaire à opérer dans la justice, puisqu'il va être investi des missions soit de marshal. Le marshal, c'est le représentant de l'autorité fédérale américaine, ou de shérif, le représentant de la justice de l'État. Et il va être un opérateur de paix. Et alors, il y a celle qui, à mon avis, est le sommet, parce que j'ai vécu au Canada en allant souvent aux États-Unis, c'est les Dalton dans le blizzard. Les Dalton sont fouillent Lucky Luke et la justice américaine, et sans le savoir, ils passent la frontière, ils arrivent dans un pub américain où ils croient qu'ils vont pouvoir faire les coltes. Et il y a un homme de la police montée qui dit « Tout le monde sort, c'est l'heure, c'est 11 heures. » Et donc là, on voit la différence, parce que au Canada, la différence des États-Unis, la poussée vers l'Ouest a été faite avec l'armée, avec la justice, avec le cadastre, avec les notaires, avec l'administration. Tandis que du côté américain, c'était la loi de Lynch, c'était la loi de la pure violence. Et Lucky Luke va en quelque sorte percoler dans son personnage une des grandes vertus de la sagesse indienne. Le chef indien est fondamentalement un faiseur de paix. Là où il y a du conflit, il apporte la paix, il pacifie les gens. Et donc, comme Maurice a vécu 5 ans aux États-Unis avant de rencontrer Goscinny, avec qui l'œuvre va acquérir une puissance, une capacité d'imagination et d'humour extraordinaire, il a vécu 5 ans aux États-Unis, il a bien connu tout ce qui se passait là-bas. Il a connu le dernier des frères Dalton. Il a connu 14 enfants dans la famille Dalton. Le dernier, qui est un grand ami de John Wayne, qui a écrit un livre extraordinaire sur les côtés absolument négatifs de la prison, où il a passé 13 ans en prison, puisque lors du hold-up de Coffeyville, il avait reçu 23 balles dans le corps. Il lui a survécu. Il a fait 13 ans et il est devenu un homme extraordinaire. Toute l'histoire dramatique de l'Ouest des États-Unis a percolé d'abord dans Maurice seul et puis dans sa conjonction avec Goscinny, qui lui vient d'une famille... toute la famille maternelle de Goscinny est morte à Auschwitz et toute sa famille s'est réfugiée en Argentine. Lui est monté aux États-Unis, il a connu Maurice et ils ont fait ce mariage absolument merveilleux. Et la bande dessinée est pour moi un art, je la connais peu, mais les quelques-uns, c'est un art extraordinaire. Pierre Ancet, un tout grand merci pour cette rencontre. Merci aussi à vous, c'est un plaisir de converser avec vous et d'évoquer Spinoza et certains auteurs. Voilà.